cascade de Mawiki et de l'autre côté, la baie de Atieuil. En poursuivant toujours vers le nord, on tombe sur le site archéologique de Kamwehei, récemment restauré. Le lieu est spectaculaire pour l'ambiance étrange qui se dégage de cet amas de gros blocs basaltiques et la présence d'énormes banians. L'importance et le nombre de ces structures témoignent de la forte densité de population qui occupait jadis cette vallée. On estime qu'elle était 10 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. On arrive enfin sur la côte nord. En la longeant vers l'ouest, les vallées verdoyantes se succèdent. L'île étend ses extrémités en direction du large, ouvrant çà et là de magnifiques baies où l'on se sent seul au monde. La route nous entraîne vers un promontoire rocheux surmonté de pics de basalte qui prend des airs de citadelle imprenable dominant les vallées et les baies. À proximité, la baie de Atieuil paraît beaucoup plus paisible. Sur le front de mer, quelques tikis, seuls témoins de la présence humaine, semblent imperturbablement profiter du cadre et de l'ombre des cocotiers. Ils semblent délimiter un espace sacré où l'homme n'est qu'un invité de passage. Les habitants de l'île et les élus ont traduit dans les actes ce respect de la nature sauvage, en interdisant toute construction sur le front de mer, en privilégiant un tourisme respectueux de la nature. Il faut prendre un bateau pour se rendre à Anao, une des plus belles baies de l'île. Quelques familles résident sur ce paisible hameau où le temps n'a pas de prise. Un platier corallien, le seul des marquises, a pu s'y développer et évoque un lagon. La baie, cernée par un cirque montagneux, est parfaitement abritée des vents et de la houle et constitue un lieu de mouillage privilégié pour les plaisanciers. Les amateurs d'artisanat seront comblés aux marquises. La sculpture est particulièrement à l'honneur et une école a été créée à Taiohae. Les jeunes élèves apprennent les formes imposées de cet art sous le regard de leur maître Daniel Atoura. Cet artiste a consacré sa vie entière à la sculpture. On lui doit les réalisations monumentales qui ornent la cathédrale de Taiohae. On aperçoit, sculptée dans un arbre, la statue de Monseigneur d'Ordillon, évêque des Marquises de 1848 à 1888. La cathédrale Notre-Dame des Îles Marquises a été bâtie sur le Tohua Mauia, lieu sacré et vénéré des anciens marquisiens. Les pierres ayant servi à la construction proviennent des 6 îles habitées. L'artisanat marquisien jouit d'une très bonne réputation dans toute la Polynésie. Les artisans travaillent aussi bien le bois de miro ou le tohu, la pierre volcanique, que l'os. Chaque année, à Papeete, se tient un festival des arts marquisiens avec les meilleurs artisans de l'archipel qui viennent exposer et vendre leurs œuvres. Le tatouage est aussi très en vogue et dépasse le seul cercle de la Polynésie. Aujourd'hui, les motifs marquisiens sont devenus tendance. On assiste à un véritable renouveau après des années où il était vu d'un mauvais œil sous l'influence des missionnaires.
Le travail du bois est également très apprécié. Les artisans réalisent des tikis, des pilons, des plats, des lances, des pagaies. Dans la plupart des villages, de petits centres rassemblent une partie de la production pour la vente directe. Mais rien ne vaut la tournée des sculpteurs pour les voir travailler et échanger quelques mots avec eux. Quittant les Marquises pour l'archipel des Tuamotu, le contraste est saisissant. On passe de la profusion à l'austérité. Imaginez un chapelet de 77 atolls essaimés sur un rectangle de 500 km par 1500. Imaginez des anneaux coralliens à fleur d'eau, témoins posthumes d'intenses éruptions volcaniques. Contrairement à leur apparence, les coraux omniprésents en Polynésie ne sont ni des rochers ni des plantes, mais des animaux. Ils sont formés d'une multitude de petits organismes, fragiles et souvent menacés par l'homme. C'est dans les lagons que l'on peut observer les variétés de poissons les plus étonnantes aux couleurs magnifiques. Ces atolls constituent un milieu fragile et vulnérable. L'absence de relief n'autorise aucune protection contre les cyclones. Les sols très pauvres et l'absence d'eau douce de surface ne facilitent guère le développement des cultures. Les habitants de l'archipel, appelés Paumotu, ont dû déployer des trésors d'ingéniosité pour s'adapter à ce contexte hostile. Aujourd'hui, le contexte évolue un peu, bien qu'aux yeux des Tahitiens, les Tuamotu passent encore pour un monde arriéré. La culture du copra a été encouragée et constitue une activité importante. Au XIXe siècle, les seuls occidentaux installés dans l'archipel étaient des missionnaires chrétiens. Catholiques et protestants se livrèrent à une course à l'évangélisation. La concurrence explique la diversité des cultes dans l'archipel, catholiques, protestants, mormons, adventistes et sanitos. Certains villages, comme ici Tuerera sur l'atoll de Tikeo, sont particulièrement charmants, avec leurs rangées d'ourous, de cocotiers, de bougainvilliers et d'hibiscus. La danse est ici aussi une marque forte de l'identité culturelle Tuamotu. Un œil peu averti pourrait la confondre avec les danses tahitiennes, pourtant les costumes sont ici différents et les histoires légendaires sont propres aux Tuamotu. À proximité du village, les plages sont des invitations à s'immerger dans le bleu limpide. Ces atolls du Pacifique ne proposent pas une grande variété d'itinéraires. Pourtant, ils ont aussi leur chemin secret. Il faut certainement être né ici pour accéder à la plage de la cloche de Hina, parfaitement protégée des regards qui en fait le lieu de rencontre des amoureux. Les atolls sont incontestablement des endroits extraordinaires pour passer quelques jours de vacances. Ils proposent une expérience hors du temps. On atteint le bout du monde, les dernières étendues de terre avant l'immensité bleue de l'océan et du ciel qui se rejoignent. Longtemps, les marins ont été effrayés par la perspective du bout de la terre et des mers. Croyant être précipités dans une chute infernale, ils n'imaginaient pas que le bout du monde se trouve à la limite extrême de la Polynésie. Des palmeraies ont été plantées pour exploiter le copra. Avec les huîtres perlières, il s'agit des seules activités possibles sur ces atolls. Le tourisme bleu trouve ici son plus beau terrain d'expression. Il représente incontestablement un vecteur de développement,
mais la fragilité du milieu naturel et notamment la rareté des ressources en eau potable interdit toute exploitation à grande échelle, ce qui est une bonne nouvelle. On ne va pas au Tuamotu pour assouvir sa passion des musées, faire la fête ou visiter des monuments. Les activités possibles sont invariablement orientées autour des joies de l'eau. La plus porteuse est certainement la plongée sous-marine qui a ouvert les Tuamotu au tourisme dans les années 80. Ici encore, le seul moyen efficace de circuler sur le lagon reste le bateau, avec des navettes qui relient les différents points de vie. Dite Rangiroa, et tous les yeux des plongeurs s'illuminent. Située à 350 km au nord de Tahiti, Rangiroa s'est imposée comme une destination touristique à part entière. Chaque année, des milliers de plongeurs viennent vivre le grand frisson dans les passes dont l'eau constamment renouvelée attire une exceptionnelle concentration de faune, notamment de requins. Les requins, puissants, fuselés, mesurant 2 mètres environ, sont très nombreux. Très bien nourris naturellement, ils ne présentent aucun danger pour l'homme venu les observer de près. Cette dernière escale au Tuamotu marque le terme d'un voyage passionnant, la possibilité de réaliser une subtile alchimie entre loisirs et plaisir, nature et culture. Polynésie, un labyrinthe de sensations dans lequel il fait bon se perdre simplement, en suivant la voile d'un bateau ou les ailes d'une mouette. Aujourd'hui, le voyage nous entraîne sur l'île la plus animée de l'archipel, Oahu, et d'un point de vue politique, la plus importante, car c'est ici que se trouve Honolulu, la capitale d'Hawaï. Oahu, troisième île de l'archipel hawaïen par la taille, est de loin la plus peuplée. Si peuplée qu'elle est surnommée le lieu de rassemblement. Outre ses habitants, plus de 6 millions de touristes atterrissent tous les ans à Oahu. Une grande partie des vacanciers sont des surfeurs. Leur destination, la célèbre plage de Waikiki. Cet Hawaïen trouve qu'Oahu a bien changé. Keith Ikaya Purdy est un ténor bien connu des amateurs d'opéra du monde entier. Il n'était pas revenu à Honolulu depuis 7 ans et s'empresse de quitter la capitale. La majorité des habitants vivent loin de la ville, derrière la chaîne de montagnes qui sépare l'Est trépidant de l'Ouest plus paisible. Mais même dans son endroit préféré, le panorama de Pali, Keith ne reste pas longtemps incognito. Il y a toujours des admirateurs pour le reconnaître. We're there. Aloha. Bring him back to Hawaii and keep him here. It's Hawaii's treasure. Shinky. You think there's something like one line with puppies, babies? Wait, let me get it on video. You ready? Yeah, ready. Ke
bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo la tempesta. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Même si tous les Hawaïens ne sont pas amateurs d'opéra, rencontrer une star de l'archipel est toujours un petit événement. You guys can come too, camera people. C'est vrai qu'on n'est pas tellement nombreux à Hawaï. Je sais qu'il y a aussi un jeune baryton de grand talent. Et il doit y en avoir d'autres que je ne connais pas. Les gens connaissent mon nom. Ils disent « Ah oui, c'est le chanteur d'opéra ». Ce sont toujours des moments sympas. Bien qu'Oahu fasse environ le 5e de la superficie de la Corse, l'île compte plus d'une centaine de plages paradisiaques et de baies isolées. C'est une des choses qui me manque. À Hawaï, il y a les montagnes d'un côté et la mer de l'autre. On sait toujours où on est. Mais ce qui manque le plus à Kis lorsqu'il est loin de l'archipel, c'est la chaleur des rapports humains. Quand un Hawaïen vous dit bonjour, c'est comme s'il retrouvait un ami ou un proche perdu de vue depuis longtemps. Alors que la politesse européenne est très formelle. Je crois que c'est ce qui fait la différence. C'est ce qu'on appelle l'esprit aloha. C'est précisément cet esprit aloha qui, depuis 30 ans, attire sur l'île le photographe californien Kim Taylor Reese.